Bonjour à tous. Mon nom est Jean-Claude Tardif. Je suis cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur titulaire de médecine à l'Université de Montréal. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir avec mes collègues aujourd'hui pour ce webinaire et d'abord de vous présenter notre modérateur, Dr. Jean-Sébastien Paquette, qui est professeur de clinique à l'Université Laval, médecin de famille et le directeur du réseau de recherche en première ligne rappel de l'Université Laval. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre modérateur, le docteur Jean-Sébastien Paquette. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Dr. Tardif. Donc, bienvenue parmi nous pour cette présentation sur la colchicine pour prévenir les complications de la COVID-19. Donc, le présentateur, c'est Dr. Jean-Claude Tardif, qui est cardiologue et directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, également détenteur de la chaire de recherche du Canada en médecine translationnelle et personnalisée, de la chaire de recherche Pfizer en athérosclérose de l'Université de Montréal et professeur titulaire de médecine. Également, la procédure pour ce soir, donc il va avoir la présentation. Suite à cela, il va y avoir des commentaires de Dr. Guy Boivin, qui est un chercheur microbiologiste infectiologue au CHU de Québec, qui est également détenteur de la chaire de recherche sur les maladies émergentes au Canada. Et puis également, Dr. Tardif et Dr. Guy Boivin sont donc investigateurs principaux sur l'étude Col-Corona. Et également, il va y avoir une discussion avec Dr. Jean-Lucien Rouleau, qui va être parmi nous, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, professeur émérite de médecine, également l'ex-doyen de la faculté de médecine et aussi le père, pour ceux qui connaissent la SPOR initiative, la médecine avec les patients partenaires. Donc, je laisse la parole à Dr. Tardif pour cette discussion intéressante. Merci beaucoup. On est vraiment honoré d'avoir un groupe important. Je crois qu'en quelques heures, il y a eu plus de 800 inscriptions. Alors, on est excités de vous présenter les données pour qu'au moins on ait tous les mêmes faits à discuter. Je vais essayer de prendre le moins de temps possible pour présenter et tenter de laisser le maximum de temps pour une discussion qu'on espère intéressante, modérée par le docteur Paquette, mais encore une fois, avec Dr. Guy Boivin, qui a la chaire de recherche Canada en virus émergents, puis Dr. Rouleau. Alors, donc, brièvement, les diapos sont en anglais, mais on va parler en français, évidemment. Ce qui est important de comprendre, pourquoi on a testé la colchicine dans la COVID-19, c'est qu'on se rend compte que le moment auquel les patients développent les complications de la COVID, typiquement entre le jour 5 et 10, bien, c'est au moment où la prolifération du virus diminue, mais plutôt au moment où la réponse inflammatoire et immunitaire du patient infecté au virus apparaît, d'une part. Et donc, cette notion de cette tempête inflammatoire ou tempête cytokinique est apparue. Quelles sont les caractéristiques cliniques de cette tempête inflammatoire? Bien, c'est à peu près tous les systèmes qui peuvent être atteints. Ça va évidemment de la fièvre à la fatigue à une atteinte importante pulmonaire, jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, des manifestations cardiaques, cérébrales, rénales, hématologiques et autres. Bon. Et je vais un petit peu rapidement, mais juste pour dire pourquoi on était raisonnablement convaincu que la tempête inflammatoire était importante. Je vais présenter qu'une seule donnée qui montre que les patients qui ont une COVID compliquée par rapport à ceux qui n'ont pas de complications ont des taux, par exemple, d'une cytokine inflammatoire qu'on appelle l'IL-6, 3 fois plus élevés, encore une fois, que s'il n'y avait pas de complications. La même chose, les patients qui se retrouvent aux soins intensifs avec une COVID ont des taux d'IL-6 3 fois plus élevés que ceux qui n'ont pas d'admission aux soins intensifs. Et la même chose si on compare les patients qui ont une COVID sévère ou critique versus les formes plus légères. Alors, pour nous, il était évident que la tempête inflammatoire était quelque chose d'important. Et peut-être la seule diapo moléculaire que je vais présenter, on se fait souvent dire pourquoi vous avez sélectionné spécifiquement la colchicine. Bien, vous vous rappelez sûrement tous de l'épidémie de SRAS d'il y a 15 ans. SRAS, c'était causé par le virus SARS-CoV-1
qui est très proche, en fait, du virus qui cause la COVID-19, qu'on appelle SARS-CoV-2. Et il y a plusieurs années, maintenant plus de 5 ans, il a été démontré que ce virus qui causait le SRAS activait une partie de la cellule qu'on appelle l'inflammasome. C'est une espèce de complexe qui active des cytokines inflammatoires, ultimement, qui mène à la production d'IL-6. Alors, comme on savait que la colchicine, si vous regardez en haut à droite, vous voyez le petit encadré là, vert, rose et rouge, c'est l'inflammasome. On sait que la colchicine cible particulièrement l'inflammasome. Alors, pour nous, on se disait, COVID veut dire activation de la tempête inflammatoire. L'inflammasome a bien l'air impliqué. La colchicine cible l'inflammasome. Et on avait passablement de données sur la colchicine. Vous vous rappelez, l'an dernier, nous avons publié une grande étude qui s'appelait l'étude Colcott de la colchicine en post-infarctus, qui avait démontré d'abord une efficacité impressionnante à réduire les événements cliniques dans cette étude de près de 5000 patients post-infarctus. Ça a été publié, on l'a publié dans New England, mais de façon aussi importante, on avait démontré la sécurité de la colchicine. Ici, vous voyez donc 4700 patients suivis en moyenne pendant 2 ans et le médicament, la colchicine, qui était évalué pendant une longue période de temps, était bien toléré. Alors, pour nous, la colchicine était une molécule intéressante à tester dans la COVID. Avec notre collègue Jocelyn Dupuis, on a publié récemment dans un modèle animal de poumon de choc, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, que la colchicine réduisait de façon importante au niveau expérimental le poumon de choc. À gauche, vous voyez des beaux petits poumons roses d'un rat. Là. Si vous voyez dans le sham, il n'est pas exposé à un stimulus. Vous voyez des beaux petits poumons roses. Vous voyez quand on induit le syndrome d'ARDS au centre, des gros poumons rouges, turgescents, gonflés. Et à droite, quand on a pré-traité avec de la colchicine, une réduction impressionnante de l'atteinte pulmonaire. Je vais juste vous montrer 2 diapos de quantification du bénéfice. Ça, on regarde tous les détails. Une réduction de 61% du dommage pulmonaire expérimental. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça a été publié. Et des choses avec lesquelles on est plus familier ici en termes d'échange gazeux. Vous voyez en bleu les animaux qui n'avaient pas eu l'agression d'un ARDS. Prenez à partir le graphique du centre, la PO2, qu'on connaît bien. Donc, en bleu, les animaux avaient une PO2 normale autour de 400. En rouge, vous voyez les animaux qui ont été soumis à un ARDS ont une hypoxémie majeure. Et les animaux qui avaient été pré-traités en vert par la colchicine avaient une amélioration impressionnante des échanges gazeux. Alors maintenant, comment ça se traduit chez les humains? Avant d'arriver à Col-Corona, brièvement, sachez qu'il y a eu plusieurs études observationnelles, donc non randomisées, qui avaient suggéré des bénéfices impressionnants de la colchicine. Puis, il y a eu 2 études randomisées de plus petite taille qui ont été publiées. Une étude grecque, l'étude Greco, de 105 patients, qui a démontré chez des patients hospitalisés avec la COVID une amélioration hautement significative du devenir clinique des patients en termes de réduction de la détérioration vers les soins intensifs et les décès. Vous voyez ici avec une valeur de P de 0,03. Puis, une étude beaucoup plus récente, l'étude de Lopez et al., qui a démontré une réduction de la nécessité d'oxygénothérapie, de supplémentation d'oxygène avec la colchicine. Et ensuite, à droite, une réduction de la durée de l'hospitalisation chez des patients qui avaient une COVID modérée à sévère. Celle-là aussi, c'était une étude petite, mais donc 2 petites études randomisées qui montraient vraisemblablement un bénéfice de la colchicine. Alors, on en arrive maintenant à parler directement de la grande étude Col-Corona. Donc, on est très fiers. Sachez que dans les études randomisées chez les patients en dehors de l'hôpital, les patients ambulatoires, l'étude la plus grande qui a eu lieu à part Col-Corona
chez des patients ambulatoires où on testait une molécule administrée oralement. C'est une étude de 400 patients. Et vous allez voir qu'on a une étude de plus de 10 fois plus grande ici. Alors, une étude qui a été financée par le gouvernement du Québec, des fondations hospitalières, la fondation également Bill and Melinda Gates, les instituts nationaux américains de santé, le NIH, et des philanthropes. Alors, voilà le design de l'étude Col-Corona. On avait prévu, quand on a lancé l'étude en mars 2020, avec des données fragmentaires qui venaient surtout de Chine et d'Italie, on pensait qu'on avait besoin de 6 000 patients qui seraient tous âgés de 40 ans et plus et qui, évidemment, ne seraient pas hospitalisés parce que le but de Col-Corona, c'était de démontrer la prévention des complications, incluant les hospitalisations. Donc, on visait des patients porteurs de COVID, 40 ans et plus, et au moins un facteur de risque qui mettait les patients à risque de complications de la COVID. On va vous les décrire dans une minute. Si les patients présentaient ces caractéristiques, ils étaient randomisés à colchicine ou placebo. Colchicine 0,5 mg 2 fois par jour pour les 3 premiers jours, puis ensuite 1 fois par jour pour les 27 jours suivants ou le placebo. Et le critère d'efficacité principal était la combinaison de décès ou d'hospitalisation pour COVID. Alors, pour entrer dans l'étude, je vous ai déjà dit qu'il fallait être tous âgés de 40 ans et plus, et il fallait avoir un facteur de risque supplémentaire. Si vous étiez âgé de 70 ans, bien évidemment, vous étiez d'abord âgé au-dessus de 40 ans, et l'âge comme tel au-dessus de 70 ans comptait comme un facteur de risque. Et voici, entre autres, certains des facteurs de risque: diabète, index de masse corporelle de 30 et plus, hypertension artérielle, atteinte respiratoire, soit asthme ou MPOC, atteinte cardiovasculaire, soit insuffisance cardiaque ou coronarien, fièvre au-dessus de 38,4 dans les 48 heures avant l'hospitalisation ou essoufflement significatif au moment de la présentation. Ce qui est important de se rappeler, quand j'ai dit diagnostic de COVID, et ça a fait un peu couler d'encre, il faut se rappeler la réalité de quand on a commencé l'étude en mars 2020. Vous vous rappelez, c'était l'époque où il y avait manque de réactifs, manque de tests PCR, et donc il y avait une restriction dans la disponibilité des tests PCR. En particulier, vous vous rappelez, c'était l'époque où on disait aux patients de rester chez eux, de s'hydrater et de ne pas passer de tests. Alors, évidemment, ça a créé un défi dans l'étude. Donc, le gold standard, l'idéal, c'était évidemment de tester avec un écouvillon nasopharyngé et un test PCR standard. Vous allez voir un petit peu plus tard que ça, c'est 93 % des patients qui ont eu le test PCR traditionnel, mais en particulier dans les 2 premiers mois de l'étude, bien, il y a eu des patients, au total 300, qui ont eu un diagnostic clinique de COVID probable, soit ici, c'est le deuxième point de forme ici, soit par un diagnostic qu'on appelle épidémiologique, c'est-à-dire un patient avait eu un membre de sa maisonnée qui avait eu une COVID et il avait des symptômes qui semblaient être compatibles avec la COVID. Et le troisième, c'était un algorithme clinique de diagnostic probable de COVID qu'on avait adapté de documents de l'Agence de santé publique du Québec, qui venait en fait de quelques années, qui venaient des épidémies d'influenza. Et il y avait également des documents du Centre européen de prévention des infections, le European Center for Disease Prevention and Control. Dr Boivin, tantôt, comme expert microbiologiste, probablement commentera sur ce qui s'est probablement passé en mars 2020 quand on ne faisait pas de test PCR parce qu'on n'y avait pas accès. Donc, voici l'algorithme clinique qu'on avait utilisé pour les 2 premiers mois pour les 7 % de patients qui n'avaient pas eu de test PCR. Donc, vous voyez la survenue soudaine de symptômes cliniques compatibles en absence de cause alternative. Donc, fièvre et toux ou fièvre ou toux avec au moins un autre symptôme qui était dyspnée, fatigue intense, myalgie diffuse ou anosmie. Alors, juste que vous ayez un petit peu un feeling de quel genre de patient dont on parle ici dans l'étude Col-Corona, je dirais premièrement que nous avons arrêté l'étude après qu'on ait passé 2 analyses de futilité par
notre comité indépendant international qu'on appelle un comité de sécurité, un DSMB, qui était présidé par le docteur Jean Rouleau, qui est présent aujourd'hui et qui aura le loisir de commenter. Nous avons pris la décision difficile en décembre 2020, le comité directeur de l'étude, et avec beaucoup de consultations entre le docteur Boivin au CHU de Québec et moi-même, de cesser le recrutement pour des considérations logistiques, humaines, budgétaires et stratégiques. Il faut réaliser qu'on était probablement les premiers au monde à faire une étude de cette envergure où les patients étaient confinés à la maison. Donc, pendant 10 mois, nous avons tenu un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24 qui répondait en 4 langues. Et donc, ça dépendait beaucoup de nos infirmières de recherche qui ont travaillé littéralement 24 heures sur 24 pendant 10 mois. Donc, il y a eu des défis humains et logistiques importants, des défis budgétaires également. Mais à la fin de la journée également, on avait la question difficile, est-ce qu'il est préférable de donner un résultat en janvier 2021, qui on l'espère pourrait être utile pour les cliniciens, ou est-ce qu'on devrait tenter de se rendre à 100% de la cible initiale qui était basée sur des données fragmentaires en mars 2020? Et à ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça nous prendrait nous rendre à 6 000 patients. Et c'était très difficile à prédire parce que le recrutement a fluctué dans le temps à travers le monde selon la survenue de vagues successives et la survenue de modifications du profil démographique des patients. À tout événement, voici les 4 488 patients de l'étude Col-Corona, en moyenne l'âge 55 ans, environ 53% de femmes, une majorité de caucasiens, l'index de masse corporelle moyen 30. Vous voyez un petit peu plus bas, le tiers des patients étaient hypertendus, 20% étaient diabétiques, le quart avait une atteinte respiratoire, très peu de patients avaient des atteintes cardiovasculaires dans le passé. Et finalement, quand on regarde les médicaments concomitants au début de l'étude, très peu d'usage d'hydroxychloroquine. Vous voyez environ 2,5% de patients en début d'étude qui prenaient des anticoagulants, environ 9% des patients qui prenaient de l'aspirine et très peu de patients qui prenaient un deuxième antiplaquettaire. Voici donc les résultats de l'étude. D'abord, pour les 4 488 patients, quand vous voyez ITT à gauche, ça veut dire intention de traitement, c'est-à-dire on prend toute la cohorte des patients, qu'ils aient pris le médicament ou non, on les met dans l'analyse, donc c'est une analyse très stringente, et donc on prend l'ensemble des patients, peu importe quel genre de façon, quelle méthode il y a eu pour diagnostiquer la COVID. Et donc, vous voyez le critère d'efficacité principal, donc Primary Composite Endpoint, qui est survenu dans 4,7% de patients dans le groupe colchicine, dans 5,8% de patients dans le groupe placebo. Donc, vous voyez qu'il y avait une réduction relative du risque de 21%, puisque le rapport de risque était de 0,79 et la valeur de P pour la cohorte totale était de 0,08, donc n'a pas atteint le seuil traditionnel de 0,05. Malgré tout, on va essayer de vous convaincre que ces données-là sont cliniquement pertinentes et convaincantes. Il y avait 2 composantes aux critères d'efficacité principale. Vous les voyez ici, les décès. Le nombre était petit puisqu'on prenait une population de patients qui étaient d'abord à la maison. Même si on a pris des patients à risque, il est quand même rassurant que le nombre de décès était bas. Et donc, ils étaient de 0,2% dans le groupe colchicine, 0,4% dans le groupe placebo. Donc, une réduction relative du risque de 44%. Mais évidemment, comme le nombre était petit, bien évidemment, on ne s'attendait pas que ça atteigne un seuil de signification statistique. Ensuite, quand on regarde les hospitalisations pour la COVID, vous voyez pour la population totale, 4,5% dans le groupe colchicine, 5,7% dans le groupe placebo, un rapport de risque de 0,79, donc une réduction de 21%, qui pour la cohorte totale n'atteignait pas tout à fait le seuil de signification statistique. Je passe tout de suite maintenant
à la deuxième partie de la diapositive vers le bas, qui est donc le groupe de 4159 patients qui avaient eu une preuve par diagnostic moléculaire de PCR, comme vous le pratiquez maintenant, comme vous les utilisez dans votre pratique, qui avaient eu une preuve moléculaire de diagnostic COVID. Donc, il y avait 7 de patients qui n'avaient pas de test PCR qui a été fait. Ça a été des diagnostics probables par lien épidémiologique ou par un algorithme clinique. Je dois vous dire que ces 7 de patients-là n'avaient soit pas la COVID ou ils avaient une forme légère parce que ce que vous ne voyez pas sur la diapositive, dans le groupe placebo de ces patients-là, le taux d'événement était extrêmement bas. Il y avait seulement 3 de patients qui ont eu des événements. Alors là, maintenant, j'arrive au bas de la diapositive et donc les 4159 patients qui avaient un diagnostic prouvé de COVID. Et donc, vous voyez maintenant ici que le critère d'efficacité primaire, le composé donc de décès et d'hospitalisation, survenait dans 4,6 de patients dans le groupe colchicine, dans 6,0 dans le groupe placebo. Et là, vous voyez maintenant la réduction relative du risque est de 25 le odds ratio donc est de 0,75. L'intervalle de confiance varie de 0,57 à 0,99 et donc c'était un résultat qui était significatif. Encore une fois, si on sépare ce critère d'efficacité primaire en ces deux composantes de décès, vous voyez le même genre de résultat, une réduction non significative de 44 des décès, mais une réduction significative des hospitalisations pour COVID. Vous voyez donc 4,5 dans le groupe colchicine, 5,9 dans le groupe placebo, une réduction de 25 qui était significative. Et la dernière ligne, le besoin de ventilation mécanique. Évidemment, dans une population qu'on prend à la maison, c'était quand même assez rare, ce qui est quand même rassurant, mais malgré tout, 0,5 dans le groupe colchicine, 1,0 dans le groupe placebo, une réduction donc de 50 qui n'atteignait pas tout à fait la signification statistique puisque l'intervalle de confiance allait de 0,23 à 1,07. Je n'ai que 2 diapositives avant de terminer. Voici les analyses de sous-groupes. Je n'irai pas dans tous les détails, mais pour nous, le message, c'est que quand un patient a un profil de risque plus élevé, la colchicine semble plus efficace. Donc, par exemple, je n'irai pas dans tous les détails, mais regardez les diabétiques dans le groupe placebo, presque 2 fois plus d'événements chez un diabétique qu'un non-diabétique. Et vous voyez à droite que l'effet de la colchicine était plus marqué. Donc, un odds ratio de 0,61, ça veut dire que si un diabétique prenait de la colchicine, il y avait 39 moins de risque d'avoir un événement comparativement au placebo. Ensuite, si on va un peu plus bas, même genre de relation pour les patients plus âgés, même genre, et je dois dire un commentaire pour les hommes comparativement aux femmes. Vous savez bien que c'est très bien connu que les hommes dans la COVID, pour des raisons qui ne sont pas parfaitement connues, les hommes sont beaucoup plus à risque d'avoir des événements que les femmes. Vous voyez ici, vous voyez, les hommes avaient plus de 2 fois plus de risque d'être hospitalisés ou de décéder que les femmes. Et vous voyez encore une fois que le bénéfice de la colchicine semblait plus grand chez les hommes que chez les femmes. Et encore une fois, dernière ligne peut-être sur les gens qui avaient des cardiopathies. Les patients qui avaient des cardiopathies étaient beaucoup plus à risque d'avoir des événements et la colchicine, encore une fois, apportait des bénéfices supplémentaires. Donc, voici donc dernière diapositive de résultats avant de conclure et laisser à mes collègues 30 minutes pour discuter et mettre en perspective ces résultats. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de la sécurité de la colchicine. Je vais laisser mes collègues mettre en perspective, mais moi, en tout cas pour un, a été très surpris de ce qui a été dit. Il y a sûrement clairement des légendes urbaines qui ont été mentionnées. On va tenter un peu de démystifier tout ça. Premièrement, un peu plus tôt, j'ai présenté l'étude Colcott
chez 5000 patients suivis pendant 2 ans en post-infarctus, le profil de sécurité de la colchicine à faible dose était extrêmement rassurant. Vous vous rappelez qu'après nous, il y a eu les Australiens qui sont arrivés avec l'Odoco 2, 5000 patients en maladie coronarienne stable, très rassurant. Donc là, on avait 10 000 patients suivis pendant 2 ans avec un profil rassurant. Et là, on vous arrive avec Col-Corona, 4 488 patients suivis pendant 30 jours. Premièrement, la première ligne, vous voyez SAE, pour ceux qui seraient moins familiers avec la recherche. Ça, c'est Serious Adverse Event. Ce sont les effets secondaires sérieux. Alors, vous voyez que le taux d'effets secondaires sérieux dans le groupe colchicine était de 4,9 %, dans le groupe placebo, 6,3 %, valeur de P 0,05. Alors, pour ceux qui auraient l'impression qu'ils ont la berlue après avoir entendu des légendes urbaines dans les médias, oui, vous avez bien compris, il y avait moins d'effets secondaires sérieux avec la colchicine qu'avec le placebo dans cette étude-ci. Deuxièmement, il y avait moins de pneumonie dans le groupe colchicine que dans le groupe placebo, avec un P à 0,02. Je veux dire quelques mots des embolies pulmonaires parce que ça a fait couler passablement d'encre, à notre avis, pour de mauvaises raisons. Alors, vous voyez la troisième ligne, embolie pulmonaire, 11 dans le groupe colchicine, 2 dans le groupe placebo, valeur de P 0,01. Alors, a priori, il y a des gens qui ont eu une inquiétude face à ce résultat-là. Ce qu'on vous dirait, premièrement, regardez les 2 lignes suivantes. Il n'y avait pas de déséquilibre dans d'autres événements thromboemboliques, pas de déséquilibre en termes de thrombophlébite profonde, pas de déséquilibre en termes d'infarctus du myocarde. Nous sommes retournés aux études Lodoco 2 et colchicine, 10 000 patients suivis pendant 2 ans, pas de déséquilibre significatif dans les embolies pulmonaires. Et l'autre point ensuite, dans l'étude de Greco, que je ne vous représente pas, il y avait même une réduction du D-dimère, un biomarqueur que vous utilisez souvent pour exclure une embolie pulmonaire. Bien, il y avait même une réduction significative du D-dimère dans l'étude Greco avec la colchicine comparée au placebo. Finalement, le dernier point, la littérature nous indique que chez des patients hospitalisés, on devrait s'attendre à 15 à 25 d'événements thromboemboliques veineux dans la COVID. Alors, pour nous, l'anomalie, c'est la sous-détection d'embolie pulmonaire dans le groupe placebo ici. L'autre point que je voudrais faire, évidemment, on a observé les effets gastro-intestinaux attendus de la colchicine, plus de diarrhée dans le groupe colchicine que placebo, des diarrhées qui étaient légères la vaste majorité du temps. Il y a eu une légende urbaine qui s'est installée, la diarrhée était tellement sévère qu'on voyait plus de déshydratation. On était estomaqué que des gens fassent des commentaires de ce type-là, puisque vous le voyez ici, et oui, il y avait moins de déshydratation dans le groupe colchicine que dans le groupe placebo, numériquement. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter ici et je vous présente la conclusion du manuscrit qui a été soumis dans un journal prestigieux et je laisse le modérateur et mes collègues commenter à loisir. Donc, premièrement, dans une population de patients non hospitalisés qui inclut des patients sans test diagnostic, sans PCR, l'effet de la colchicine sur les événements cliniques reliés à COVID-19 n'était pas statistiquement significatif. Et le deuxième point, c'est maintenant, parmi une population de patients avec une confirmation de leur COVID par test PCR, comme on pratique maintenant la médecine depuis mai 2020, la colchicine réduit le risque de la combinaison de décès et hospitalisation comparativement au placebo. Je vous remercie de votre attention et je retourne la parole à notre modérateur, Dr. Jean-Sébastien Paquet.
Merci beaucoup, Dr. Tardif. En fait, merveilleuse présentation qui explique très bien tous les résultats et qui met aussi un point sur la situation, étant donné qu'il y a eu beaucoup de discussions dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Et puis, je vais rapidement laisser la parole aux deux autres intervenants, mais je voulais juste mentionner que cette étude-là concerne directement la première ligne. Hein. C'est nous qui allons voir en premier les patients dans les CDE, donc qui vont avoir à faire les diagnostics très rapidement. Et la colchicine est effectivement très bien connue dans notre milieu. Là, comme médecin de famille, moi, je prescris ça souvent. Puis personnellement, puis je parle pour moi, mais je n'ai pas vu d'effet secondaire magistral. En fait, à part un peu de diarrhée, je n'ai pas vu des gros effets secondaires, puis je prescris ça depuis 15 ans. Donc c'est une très belle étude, très bien faite. Je vais laisser la parole à, je peux laisser la parole à Dr. Guy Boivin pour commenter, puis après, on pourrait enchaîner avec Dr. Rouleau, qui est le président du comité de sécurité des données de Col Corona. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Paquette, Dr. Paquette, et je tiens à remercier aussi Dr. Tardif pour son excellente présentation qui a bien résumé l'étude Col Corona. Quelques constatations ou commentaires suite à la présentation du Dr. Tardif. Première chose, je voulais reviser avec vous brièvement les médicaments ou les médicaments, que ce soit des antiviraux ou des immunomodulateurs, qui sont approuvés soit par Santé Canada ou par la FDA aux États-Unis. Vous avez, comme vous avez entendu parler, la dexaméthasone, qui est réservée principalement pour les patients hospitalisés et avec des résultats significatifs, surtout chez les patients qui sont intubés, ventilés mécaniquement. Vous avez également le remdesivir, qui est un antiviral. Ça a fait couler beaucoup d'encre aussi, sa place dans la thérapie de la COVID-19. Mais l'étude américaine qu'on cite le plus souvent a démontré qu'il y avait une place pour cet antiviral-là, mais c'était chez des patients hospitalisés avec besoin d'oxygène, pneumonie à la radiographie ou au CT scan, et particulièrement ceux qui ne sont pas encore intubés ou ventilés, une clientèle hospitalisée. Et aux États-Unis, vous avez quelques cocktails d'anticorps monoclonaux qui ont été approuvés également dans cette catégorie de patients-là. Mais bref, tout ça pour dire que chez la population non hospitalisée, ambulatoire, comme dit le Dr. Tardif, on n'a pas de médicament oral qui est positionné ici dans le traitement de la COVID-19. Et donc, il n'y a rien. Nous, on pense qu'on peut faire une différence. On peut juste réduire les hospitalisations. C'est quand même beaucoup dans un système hospitalier qui est déjà très congestionné. Je voyais, par exemple, ça m'a fait réfléchir parce que je pense hier, on a dépassé le cap des 10 000 décès au Québec dus à la COVID-19. Et je remarquais que parmi les statistiques de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, 92% des 10 000 décès au Québec étaient chez la population de plus de 70 ans. 92%. Donc, c'est un peu difficile de croire qu'on ne pourra rien faire. Je vous rappelle que dans le cas de Corona, c'était un des facteurs de risque âgés de plus de 70 ans. Juste cette catégorie de personnes-là, on diminuerait les hospitalisations et par le fait même les décès de façon extrêmement considérable, tenant compte que c'est 92% des décès au Québec. Je voulais revenir aussi sur le point que Dr. Tardif a mentionné, des à peu près 300 sujets, là, j'arrondis 300 sujets, ont été inclus dans l'étude qui n'avaient pas de test PCR réalisé. Comme il a été mentionné, lors de la première vague, au printemps dernier, il y avait une pénurie de réactifs et de tests et de kits de prélèvement, en tout cas, pour le diagnostic de la COVID-19. Et c'est là qu'il y a eu la plupart de ces diagnostics épidémiologiques ou cliniques qui ont été faits. Il faut se souvenir qu'au printemps dernier, lors de la première vague de COVID-19, il y avait en circulation de l'influenza et d'autres virus respiratoires. C'était le début de la pandémie en Amérique du Nord et la fin de la période d'activité grippale. D'ailleurs, il y a une étude britannique qui a démontré que si vous étiez infecté dans cette période-là, à la fois par l'influenza et par l'agent de la COVID-19, le SARS coronavirus 2, vous aviez 2 fois plus de risque de décéder que si vous étiez infecté seulement par l'agent de la COVID-19. Bon, cette année, on est chanceux. Il n'y a pas d'influenza qui circule, il n'y a pas d'RSV, il y a juste un petit peu d'adénovirus, mais la grande majorité, bien entendu, c'est le coronavirus qui a pris la pointe de tarte vraiment la plus grande cette année.
Mais il faut se souvenir que, donc, au printemps dernier, il y avait probablement, parmi ces diagnostics épidémiologiques et cliniques qui ont été recrutés dans l'étude, des patients qui avaient de l'influenza ou du RSV ou un autre virus respiratoire qui était en fait pas l'agent de la COVID-19. D'ailleurs, Dr Tardif, vous avez mentionné déjà lors de la présentation que ces patients-là avaient une évolution différente, n'est-ce pas? Absolument. Il y avait moins de la moitié du taux d'événement. Donc, c'était probablement, il y avait un bon nombre de ces patients-là. Ce n'est pas une critique à aucun clinicien, mais quand on ne fait pas un diagnostic moléculaire, probablement ces patients-là n'avaient pas la COVID ou il y avait une forme beaucoup plus légère. Oui. Ça m'amène à mon prochain commentaire. Vous savez, par analogie, pour l'influenza, on a ce qu'on appelle des inhibiteurs de la neuraminidase, c'est le Tamiflu ou le Tamiflu, qui est un antiviral qui a montré une certaine efficacité, surtout pour diminuer la durée de l'épisode grippal de 1,5 jours en moyenne par rapport au placebo. Et si on regarde ces études-là qui ont été bâties, oui, on a recruté des sujets avec ce qu'on appelle flu-like illness ou syndrome d'allure grippale, et on fait des analyses pour voir l'efficacité de cette Tamiflu versus le placebo dans les syndromes d'allure grippale. En général, il n'y a pas de différence statistiquement significative pour les différents paramètres, que ce soit les décès ou les hospitalisations. Par contre, ici, on se restreint nos analyses aux patients qui ont un diagnostic confirmé par PCR ou par culture, mais maintenant de plus en plus par PCR, d'influenza. C'est là qu'on voit que les inhibiteurs de la neuraminidase, comme l'oseltamivir, se démarquent du groupe placebo. Alors, c'est un peu ce qu'on observe ici dans l'étude Col-Corona. Quand on prend un ensemble de sujets avec un coronavirus-like syndrome au lieu d'un influenza-like syndrome, on va ramasser d'autres choses que du coronavirus. Donc, il faut s'attarder surtout à la population qui est confirmée par un test de laboratoire sensible et spécifique. Donc, c'était mes principaux commentaires. Je vais laisser la parole à notre autre panéliste pour pouvoir compléter cette discussion. Alors, Jean-Sébastien, est-ce que c'est moi? Oui, vous pouvez y aller, Dr. Rouleau. Oui. Alors, moi, je suis Jean Rouleau nous, le comité de surveillance, on m'a demandé de présider ce comité de surveillance. Moi, j'ai présidé une dizaine au moins de comités de surveillance d'études importantes. J'ai été membre d'un autre 30 au moins. Donc, on a vu toutes sortes d'affaires au cours des années. Mais ça ici, c'était une étude qui était pour être faite dans un environnement nouveau, dans une situation qu'on n'avait jamais vue. Alors, moi, quand j'ai décidé j'ai accepté de présider ce comité de surveillance, sachant que les choses étaient quand même dans un environnement complètement nouveau. J'ai été chercher des gens avec beaucoup d'expérience. Alors, c'était qui était sur le comité de surveillance? Bien, il y avait Mark Pfeffer. Et certains de vous connaissez Mark, les inhibiteurs de conversion post-infarctus dans bien des situations. Mark il a gagné le prix pour sa recherche de tous les prix, en effet, de American College, le Collège européen. Donc, c'est une sommité mondiale avec un jugement excellent. J'ai demandé à George Wells comme statisticien. Pour certains de vous qui travaillent à l'urgence, le Wells Score, ben c'est lui. George, c'est un biostatisticien qui est un éditeur des grandes revues de biostatistique. Il a participé à plusieurs études qui ont montré, qui ont changé la pratique. Par exemple, RAFT et la resynchronisation du cœur. C'est la personne de confiance de Santé Canada. J'ai demandé à George Wise. George Wise était vice-doyen de la recherche de l'Université de Calgary, un des rares cardiologues qui a été chairman d'une étude du NHLBI, donc le NHLBI, National Heart, Lung, Blood Institute. Vous savez très bien que les Américains rarement vont choisir un non-américain pour diriger ces études-là. Cécile Tremblay, que plusieurs de vous connaissez, une personne extrêmement forte dans le domaine d'infection, une personne avec un jugement exceptionnel qui, très honnêtement, nous a tous impressionnés avec sa grande sagesse.
Elisa Rosenblum, qui est une personne qui écrit des articles pour le New England Journal of Medicine, où elle regarde un peu le côté humain et éthique. Donc, on a pensé qu'avoir une personne avec ces qualités-là pourrait être bénéfique dans cette situation ici qu'on ne connaissait pas. On s'est rencontrés au début tous les semaines. Bon, ceux qui savent c'est quoi un comité de surveillance, c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas, dans une situation aussi nouvelle, avec une intervention, OK, la colchicine, normalement très sécuritaire, mais c'est dans un milieu très différent, dans une situation très différente. On s'est rencontrés tous les semaines. On a évalué les données tous les semaines pour le premier 2 mois. Puis après ça, ben, c'était clair qu'il n'y avait pas de danger et qu'il y avait un bénéfice. Donc, on a commencé à se rencontrer tous les 2 semaines. Et vous pouvez imaginer 2 à 3 heures de bénévolat tous les semaines ou tous les 2 semaines. C'est quand même assez spécial. Et ça, c'est au téléphone. Donc, on prenait peut-être 2-3 heures pour travailler les données. Donc, c'était beaucoup de travail. Moi, j'ai pris beaucoup de mes vendredis off pour être capable de faire ça correctement. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien, rapidement, après quelques semaines, c'était clair qu'il y avait une réduction des événements primaires de 20 à 25 % et tout au long de l'étude, c'était 20 à 25 % Une fois, il y avait un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'était toujours entre 20 et 25 Quand on regardait la gestion de risque, on voyait d'un côté aucun effet vraiment inquiétant d'un côté avec la colchicine. On connaissait la colchicine très bien. Et comme a été mentionné par Jean-Sébastien, moi, je me spécialise chez les patients insuffisants cardiaques, multimorbidité, on donne ça chez ces gens-là, et ça va normalement bien. Et quand on faisait la gestion de risque, on voyait les avantages clairs. Il y avait une réduction d'hospitalisation. Le nombre d'intubés diminuait. Le nombre de décès diminuait. Le nombre d'effets secondaires sérieux diminuait. On avait remarqué l'augmentation des embolies pulmonaires, mais selon nous, on ne voyait pas de bonnes raisons pour ça. Et quand on considérait le nombre d'hospitalisations, les embolies pulmonaires étaient là. Quand on considérait les effets secondaires sérieux, les embolies pulmonaires étaient là. Et toujours, ça favorisait la colchicine. Donc, nous, on était très confiants qu'on avait un bénéfice dans toute la ligne. Et aussi, on a regardé aux patients hospitalisés. Donc, OK, on diminue le nombre d'hospitalisations, mais ensuite, on s'est dit, OK, une fois hospitalisés, qu'est-ce qui arrive? Alors, si 2 personnes sont hospitalisées, un prend la colchicine, un ne la prend pas, on a trouvé que la personne qui prenait la colchicine, une fois hospitalisée, avait moins d'effets secondaires sérieux, comme intubation, décès, que la personne qui prenait la colchicine. Donc, non seulement est-ce que ça diminuait le nombre d'hospitalisations, mais quand tu es hospitalisé, tu avais moins de risques. Alors, pour nous autres, c'était clair. Et je peux vous dire qu'on prendrait tous la colchicine. On la prendrait tous, c'est sûr. Et quand on regardait, est-ce qu'il y avait un mécanisme pathophysiologique qui avait du bon sens? La réponse est oui. Et quand on essaie d'interpréter des données, il faut toujours regarder est-ce qu'il y a une explication pathophysiologique qui a du bon sens? Oui. Si on regardait les autres études qui avaient été faites, petites, mais tous allaient en faveur de la colchicine. Donc, on voyait tout qu'elle allait dans la direction de la colchicine. Donc, on était extrêmement confiants que l'effet était pour être bénéfique. Alors, je sais que l'INES a dit on ne peut pas recommander pour le moment de donner la colchicine. L'INES, c'est un fleuron du Québec
c'est un groupe qui est très bien dirigé, avec des gens exceptionnels avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Ce sont des gens qui voient, je pense, le développement de la médecine et des soins de santé d'une façon très progressive et excellente. Mais eux autres regardent, eux autres n'ont pas vécu l'étude comme les autres. Souvenez-vous là, que les gens qui étaient sur le comité de surveillance ont pas mal d'expérience. On a vécu les données. On les a vécues pour 9 mois. Et on les connaît mieux que n'importe qui, except peut-être maintenant Jean-Claude, mais tu ne les as pas vécues pour 9 mois, Jean-Claude. Et je pense qu'eux autres, ils ont pris leur décision dans un environnement où il y a eu des soi-disant succès, que quand les données sont sorties, ils étaient un peu moins exceptionnels qu'avaient été annoncés. Donc, eux autres ont pris une position qui était une position on veut voir, on veut que ça soit assuré et tout ça, et ça a un certain bon sens. Mais je peux vous dire que nous, on les connaît extrêmement bien et mieux que n'importe qui qu'eux autres vont avoir l'occasion de discuter avec. Et je suis heureux de vous dire qu'ils ils ont accepté de nous rencontrer et d'entendre ce qu'on a à dire et de mettre ça dans l'équation quand ils vont faire vont prendre leur décision. Mais j'espère qu'ils vont considérer la gestion de risque. Nous, les membres du comité de surveillance, on est tous des bénévoles. Et on n'avait aucun plan de sortir de l'ombre. Mais quand on voit la possibilité que ce traitement, que nous, on est convaincus est bénéfique, on connaît les données en détail et on n'a aucun doute que ça pourrait ne pas être accepté ou pris par les gens. On se demande pourquoi est-ce que moi ou les autres membres, on aurait l'avantage d'être capable de prendre ça et que monsieur et madame tout le monde n'aurait pas cette occasion. On trouve ça extrêmement décevant. Donc, on sort de l'ombre et on prend position. Merci, Jean-Claude. Merci beaucoup, Jean. Je redonne la parole à Jean-Sébastien. C'est très bien. On a peut-être le temps on a 10 minutes encore, 15 minutes. Jean-Sébastien, il y a peut-être des questions que tu veux prendre là, qui vont venir de... Parfait, oui, mais merci beaucoup. Puis merci pour les commentaires. Puis je vais juste rajouter un petit commentaire, en fait, pour l'aspect des hospitalisations. Ce n'est pas banal parce que d'un point de vue collectif, c'est l'hospitalisation qui est le nerf de la guerre qui va déterminer si on confine ou pas. Donc, ça a un impact majeur dans l'économie. Ce n'est pas juste une question de santé individuelle. Donc, d'avoir quelque chose qui réduit les hospitalisations, je n'ai pas fait le calcul de combien ça réduirait d'hospites dans le modèle actuel, mais ça aurait sûrement un impact pour dire oui, on tombe au rouge ou non, on reste dans le orange. Donc, c'était mon commentaire. Donc, si je vais... Jean-Sébastien, je peux peut-être faire un commentaire là-dessus. Là. C'est un petit calcul vite, back of the envelope, là, mais c'est une très bonne question parce qu'on a entendu aussi des gens dire ben un NNT, un Number Needed to Treat à 70, c'est trop haut. Ça, c'est une autre chose qui nous a beaucoup étonnés. Quand on donne des statines pour baisser le cholestérol en prévention primaire, je ne sais pas si les gens savent c'est quoi le NNT, mais c'est au moins ce nombre-là, puis ce n'est pas traité pendant 30 jours. C'est traiter les patients pendant 3 à 5 ans. Et pourtant, on le fait, d'une part. Maintenant, quand les gens disent 70, c'est trop, j'avoue que je ne comprends pas. Là, on est à 280 000 cas à peu près au Québec. Admettons, on est conservateur, tu en traites juste la moitié, 140 000. Bien, divise 140 000 par 70, le NNT, là, ça fait quand même 2000 hospitalisations de sauvées. 2000 hospitalisations de sauvées, un séjour moyen de 5-6 jours, c'est 10 000 jours d'hospitalisation sauvées au Québec. Ça aurait pu en faire, ça, des cancers traités, puis des colonoscopies faites. Puis, alors moi, je suis très... À mon avis, c'est hautement pertinent, un NNT à 70 à une pilule qui coûte 26 sous par jour et qui réduit la congestion du système de santé. À mon avis, c'est hautement pertinent. Oui, quand on va dans des groupes... Excuse, Jean-Claude, quand on va dans des groupes plus spécifiques, comme les diabétiques, par exemple, la NNT baisse considérablement. Absolument. Absolument, exactement.
Oui, en fait, il y avait une question justement sur, elle est un peu plus loin, là. Ici, la question, c'est avez-vous les NNT mesurés pour les objectifs secondaires? Donc, si on avait pour le diabète, je pense que c'était 31, là, je ne les ai pas par cœur, là, mais c'est beaucoup plus 29. 29. 29 chez diabétique. Oui, quand les patients sont à risque, le LNT baisse beaucoup, là. Il y a plusieurs sous-groupes de patients là, où le LNT est autour de 30. Mais encore une fois, bon, ça paraît encore mieux, tout à fait, très bien, mais même à 70, c'est hautement pertinent. Si tu le traites avec un médicament sécuritaire, on va en sauver des problèmes, des hospitalisations à des patients, là. Donc, effectivement, les diabétiques, les hommes, les personnes âgées, les gens qui ont des cardiopathies, les gens qui ont des atteintes respiratoires. Oui. Parfait. Si on peut passer aux autres questions là, rapidement, puis je vais juste mentionner qu'on a reçu aussi des questions par courriel. Le docteur Tardif et son équipe va être disposé à répondre à des questions là, par courriel par la suite parce qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir. Ben même, savez-vous ce que je vais faire? Je vais écrire mon adresse email dans le chat room. Je ne sais pas si le docteur Boivin veut faire la même chose, puis ça va me faire plaisir si ce soir, puis pour le reste de la semaine, il y a toutes sortes de questions, là. Alors, j'espère que je l'envoie à tous, là. Alors, ça me fera plaisir de répondre aux questions, puis peut-être le docteur Boivin peut faire la même chose. Alors, je viens d'envoyer mon adresse à tout le monde. Parfait. Oui, je voudrais oui. juste poursuivre, Jean-Sébastien, je voudrais juste poursuivre en disant on ne recommande pas d'utiliser la colchicine à tout le monde. Il faut bien se rappeler les critères d'inclusion de Col-Corona. Donc, des gens de plus de 40 ans qui ont un facteur de risque. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une différence entre dire que la colchicine, on va en donner à tout le monde. Puis je pense que l'INES a pensé à ça à un moment donné. Mais on réserve ça à une clientèle particulière, des adultes plus de 40 ans avec un facteur de risque de complications. Oui, j'espère, c'est un bon point, Guy. J'espère que quand ils vont prendre leur décision finale, une fois qu'ils ont eu la chance de regarder tout en long et en large et à discuter avec tous les gens avec qui ils veulent discuter des résultats, que s'ils font un choix, ce serait un choix judicieux de choisir les gens à plus haut risque, comme vous le dites, Guy, de réserver ça pour les gens à plus haut risque. Où est-ce qu'on met la barre? C'est une bonne question. Personnellement, moi, je le prendrais. Et bon, je ne suis pas sûr que je rentrais dans l'étude, mais je le prendrais et tous les gens du comité de surveillance le prendraient. Et les membres de ma famille, je le donnerais. Mais vous avez raison, Guy. On devrait essayer de réserver ça le plus possible. Et peut-être quand l'INES va finalement prendre une décision finale, ils pourraient le recommander chez les gens à très haut risque ou à plus haut risque. Ça serait peut-être peut-être si vous permettez, je vois Jean-Sébastien, là, puis ça me fera plaisir de répondre ce soir s'il le faut, mais je vois 2 ou 3 questions sur les embolies pulmonaires. Alors, puis mes collègues pourront commenter également, là, mais il y a quelqu'un qui a écrit « Comment expliquer une si grande augmentation? » Je veux juste faire un retour sur le passé parce qu'il ne faut pas oublier le passé si on veut comprendre. Souvent, c'est très instructif ça, pour comprendre le présent et le futur. Dr. Pfeffer, qui était sur le comité de sécurité de l'étude, me rappelait qu'il y a 25 ans, je ne sais pas, peut-être les plus jeunes vont oublier, il y a une étude avec le pravastatin pour le cholestérol qui s'appelait l'étude CARE, qui a démontré que donner une statine après un infarctus, ça réduisait le risque et tout ça. Si vous vous rappelez, dans cette étude-là, il y a eu une grande controverse. Il y a eu 12 cancers du sein dans le groupe pravastatin, un cancer du sein dans le groupe placebo. Et c'est à peu près les mêmes chiffres qu'ici, là. Et pendant 1 mois ou 2, les gens ont dit, mon Dieu, est-ce que la statine cause le cancer du sein? Bien, évidemment, des années après, c'est bien sûr que non. Alors, je voudrais juste vous dire, parce que j'ai vu aussi, le docteur Hardy a dit, comment on peut affirmer qu'il y a pas, il y a une anomalie dans le groupe placebo? Bon, il y a 2, 3 choses. Il y a beaucoup de littérature qui montre que quand les patients sont hospitalisés pour COVID, la littérature montre qu'il y a 15 à 25 de phénomènes thromboemboliques. On se serait attendu normalement, donc, de façon conservatrice dans le groupe placebo, à avoir 15 à 20 manifestations thromboemboliques. On a vu 2. Puis là, vous allez dire, mais pourquoi d'abord, ce n'est pas la même chose dans le groupe colchicine?
Alors, je vous soumets une hypothèse, puis voir si ça résonne pour tous les cliniciens. Si vous voyez un patient essoufflé dans votre salle d'urgence, puis vous faites une radiographie des poumons, puis vous voyez une pneumonie, vous allez probablement vous contenter, vous allez regarder ça et dire « Ah, ben il est essoufflé, il fait une pneumonie ». Si vous avez le même patient qui arrive et qui prend de la colchicine, je vous rappelle que les gens qui prenaient de la colchicine avaient significativement moins de pneumonie que dans le groupe placebo. Si vous avez un patient qui arrive devant vous, qui se dit aussi essoufflé, mais vous ne voyez pas de pneumonie, vous allez probablement dire pourquoi il est essoufflé et vous allez probablement plus faire d'angio-CT pulmonaire pour chercher des embolies pulmonaires. Nous, on pense que cette baisse significative des pneumonies observées dans le groupe colchicine a mené à plus d'angio-CT faites dans ce groupe-là. Et c'est simplement pour ça qu'on a vu ce déséquilibre-là. Je vous rappelle que ces embolies pulmonaires-là, il n'y en a aucune qui a mené à des intubations. Il n'y en a aucune qui a mené à des décès. Il y avait une bonne proportion de ces embolies pulmonaires-là qui étaient sous-segmentaires. Et en plus, évidemment, il faut se rappeler, là, ces embolies pulmonaires-là étaient toutes comptées dans le primary endpoint en plus. Là. Et malgré ça, on a vu un bénéfice de la colchicine. Mais Jean-Claude, pas juste dans les endpoints, dans les serious adverse events. Absolument, absolument. Alors, on a remarqué ça, mais nous, on a fait le même raisonnement que vous avez fait maintenant, qu'il y avait, bon, c'était peut-être un jeu de chance, mais il y avait moins d'effets secondaires sérieux, même si on considère ça. Alors, pour nous, tu sais, quand on fait une gestion de risque, c'était comme un no-brainer. Et l'autre chose que vous avez mentionné aussi, les diarrhées, mais les gens déshydratés étaient plus dans le groupe placebo, donc théoriquement plus malades. Donc, je pense que c'est important de prendre une bonne respiration là, et de regarder les données de façon objective et pas de regarder, là, je pense qu'il faut regarder le portrait global. Moi, je suis d'accord. Je vois quelqu'un, Dr. José Savard, a écrit pourquoi vous ne dites pas que ce sont des données préliminaires prometteuses? Bien, je vais vous dire, Dr. Rouleau a dit ce qu'il a fait dans sa carrière. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de clinical trials. Quand on a fait Colcott, qu'on a publié dans New England, on a laissé le processus courir. Et là, bon, les données vont être revues en post-infarctus, en maladie coronarienne pour la colchicine en 2021. Éventuellement, probablement que la colchicine entrera dans les guidelines en 2021, 2022. Pour répondre à Dr. Savard, pour nous, la pandémie, ce n'est pas la même chose qu'une maladie coronarienne chronique ou d'infarctus où on a pas mal plus de temps pour se revirer de bord. À notre avis, quand moi, je vois le système de santé globalement surchargé, qu'il n'y a aucune approche qu'on peut offrir pour nos patients en phase préhospitalière, qu'on tente de réduire la surcharge, la congestion qui est largement due aux hospitalisations. Quand on regarde la totalité des évidences, pour nous, il est évident que la balance est beaucoup plus en faveur du bénéfice que du risque, d'une part. La colchicine, c'est un médicament bien toléré, sécuritaire. Les évidences, pour nous, la totalité des évidences plaident en faveur du bénéfice de la colchicine. Puis je suis content que le Dr. Savard ait dit ça, parce que si on regarde même très récemment une évaluation du FDA américain, et c'est là qu'on était un peu surpris, nous, de la réaction des gens. Le FDA, en décembre, a accepté 2 indications cliniques pour l'Entresto, en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et le spironolactone, avec des valeurs de P pour le primary endpoint au-dessus de 0.05. Au-dessus de 0.05. Et le directeur de la division cardio-rénale, Norman Standridge du FDA, a dit qu'il faut arrêter de regarder le succès et les échecs d'études de façon très simpliste par une seule valeur de P pour un primary endpoint au-dessus ou en dessous d'un seuil pour lequel il n'y a rien de magique. Je vous encourage à lire ces délibérations-là qui ont été fascinantes. Et l'Entresto a été approuvé à 12 votes contre 1
pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, malgré une valeur de P au-dessus de 0,05. Alors, pour répondre au docteur Savard, pour nous, à notre avis, ce ne sont pas des données préliminaires, ce sont des données qu'on peut appliquer dans la vie actuellement pour aider dans une situation irréelle et extrême qui est la COVID, avec 2 autres plus petites études qui s'appellent Greco et Lopez, qui ont été positives également avec des valeurs de P significatives. Et pour nous, la totalité des évidences penche à faveur, quand on parle de gestion de risque, comme le Dr Rouleau a dit, pour l'action et non l'inaction. Je ne sais pas si le Dr Rouleau voudrait commenter. Non, mais totalement d'accord. Si on regarde, nous autres, la médecine, c'est une gestion de risque. Et quand on regarde, c'est consistant. Si on regarde les hospitalisations, si d'hospitaliser, les risques sont moins d'intubation, moins de décès, moins d'effets secondaires sérieux. La littérature autre à l'extérieur favorise tous la colchicine. On a un mécanisme pathophysiologique crédible. On a même des études fondamentales qui supportent ça. Tu sais, on a un problème majeur sociétal, pas juste au Québec, mais un peu partout. Et je pense qu'il faut agir si on est capable maintenant. Et les autres interventions qu'on utilise de nos jours, là, il y a dexamethasone certainement, les autres, oui, mais c'est pas si impressionnant que ça et c'est chez des gens hospitalisés. Donc, pour nous autres, on est sortis de l'ombre parce qu'on pense que c'est extrêmement important que monsieur et madame tout le monde ait l'occasion de profiter de ces données et ces avances. J'aimerais rajouter un point. On n'a pas parlé tellement, mais je pense qu'il faut considérer aussi le coût de cette médication-là. Un coût de 8 $ pour un traitement de 30 jours. Si on compare ça avec un inhibiteur du récepteur d'interleukine 6, le tocilizumab, on parle d'une injection qui coûte 3 500 $ en moyenne. Donc, il y a toute une différence au niveau du coût. Et Guy, si on peut l'avoir, et ça c'est pas pour prévenir l'hospitalisation. Non, mais c'est ça. En fait, je voulais venir sur ça. Le mémo du Collège des médecins du Québec ne dit pas de ne pas prescrire la colchicine. Il dit que le médecin doit être prudent avec les données qui sont disponibles jusqu'à maintenant, jusqu'à temps qu'on obtienne la publication de ces données-là dans une revue recommandée avec un comité de pairs adéquat, mais ne ferme pas complètement la porte. Ce que le Collège des médecins ne voudrait pas, par contre, et n'encourage pas, c'est de prescrire en prophylaxie la colchicine à des gens au cas où ils développeraient la COVID-19 et là, ils feraient des autodiagnostics et là, on se ramasserait avec traiter des diagnostics qui ne sont pas du COVID-19 avec la colchicine. Là, on s'embarque dans toute une histoire. Mais pour traiter un cas confirmé avec un facteur de risque, on dit d'en discuter adéquatement avec son patient, regarder les pour et les contre, mais on ne ferme pas la porte complètement. Parfait. Bien, merci beaucoup pour les discussions. Il est 6h06. Je vous inviterai, si vous avez d'autres questions, à écrire à Dr Tardif. Puis, Dr Tardif, je peux vous laisser le mot de la fin. Bien, merci. Je suis heureux qu'on ait eu cette discussion-là. Merci pour tous ceux qui nous ont écrit par centaines avec des messages. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'eux vont déjà commencer à prescrire de la colchicine. Je pense que c'est un médicament sécuritaire, peu coûteux, qui est la seule approche qu'on a dans le moment pour tenter de réduire le risque des patients à risque, justement. On a bien hâte à ce que la publication complète soit disponible. Évidemment, on n'est pas en contrôle de ce processus de revue par les pairs. Je suis déjà heureux que depuis qu'on a présenté nos données, il y a eu une méta-analyse publiée par Harvard il y a quelques jours. Il y a eu l'étude de Lopez qui est sortie. Je pense que les données vont continuer de grandir. Moi, pour ma part, comme l'a dit Dr Rouleau, c'est très clair que je vais prescrire de la colchicine pour les patients qui ont un profil de risque pour réduire
les hospitalisations puis les complications. Merci beaucoup de votre attention, puis continuez de nous écrire. Ça va nous faire plaisir de tenter de répondre au nom de Dr. Boivin, Dr. Rouleau, Dr. Paquette et moi, toute l'équipe. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.